Alors bonjour, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui pour ce nouveau MPCM Laurence Mallet, que personne ne peut-être connaît en Valais. J'espère qu'on va la connaître un peu plus. Alors la première question que je lui pose, qui est la même que pour tout le monde, c'est les 3 livres qu'elle va nous conseiller, étant précisé qu'elle est dans le monde du livre depuis très longtemps. Alors on est curieux de connaître ses choix. Bonjour. Bonjour. Merci de me recevoir. Alors, ces 3 livres. Alors, ces 3 livres, c'était très difficile à choisir, hein, je pense comme tout lecteur. Donc, j'ai choisi de présenter 3 livres très différents, à commencer par un des livres qui a bercé mon enfance. Donc, c'est Les Frères Cœur de Lion d'Astrid Lindgren, donc une auteure suédoise qui est morte dans les années, je dirais quoi, 60, peut-être avant, pardon. Et donc, Les Frères Cœur de Lion, c'est l'histoire de frères qui vivent dans une maison où il y a un incendie qui se déclare et un des garçons est malade. Et donc son frère lui racontait toujours l'histoire d'un pays imaginaire où il irait après la mort. Donc c'est vraiment une fable autour de ça. Et il se retrouve là-bas et quand le frère meurt, il va le rejoindre et c'est toute une aventure pour qu'il se retrouve. Donc c'est très onirique comme monde, très fantaisie. On reviendra, on parlera de fantaisie. Alors, ouais. Ça, c'est un des coups de cœur de fantaisie qui t'ont amené vers ce monde-là après, je pense. Hein. C'est un voilà. des romans. Là, on change de type. Alors, le deuxième. Alors, le deuxième, c'est Jim Thompson, Pottsville, 1400, je ne sais pas combien d'habitants, pardon, qui est un roman noir qui a été conseillé par Marie-Christine Horn, une auteure de polar. Et donc, c'est l'histoire d'un shérif qui est dans une petite ville. Et en fait, il fait des manigances, il y a plein de choses. Il a assez débonnaire, assez antipathique, mais très intelligent. Et en fait, à la veille de la réélection du shérif, il va avoir un meurtre. Et du coup, c'est comment il va réussir à convaincre les gens de voter pour lui. Et c'est extraordinaire comme peinture sociale. Donc, un roman noir. Alors, Jim Thompson. Et puis le troisième? Alors le troisième, j'ai eu du mal à choisir Guy de Maupassant, donc un de mes auteurs préférés dans le genre fantastique. Donc là, Apparition, ce sont des nouvelles fantastiques. Donc Guy de Maupassant qui était connu pour Le Horla, Boule de Suif, ce genre de roman. Donc moi, ce que j'aime bien dans cette écriture, c'est le côté à la lisière de la folie. On ne sait pas si c'est réel ou imaginaire. Donc au 19e siècle, je trouve ça assez extraordinaire, la façon dont il met en mots tout ça. Là, c'est une collection folio, alors très facilement oui, celui-là dans n'importe quelle librairie. Alors, on a commencé par les livres. Je pense qu'on aura une émission beaucoup sur les livres. Alors, ton premier souvenir du livre, c'est quoi? Ton tout premier souvenir? En tant que lectrice ou en tant que... Ok. Aussi loin que tu peux te retrouver. Que je puisse retourner. En fait, j'ai commencé la lecture, donc notamment avec le livre que je viens de présenter, mais aussi Mon Bel Oranger de José Mauro de Vasconcelos, un auteur brésilien. Et donc, ce sont des livres qui m'ont vraiment touchée et ça a vraiment été la porte à la lecture. Donc après, j'ai continué avec Agatha Christie parce que j'aime beaucoup aussi la littérature policière. Et après, j'ai pas arrêté de dévorer les bouquins. En fait, je crois que tu as une activité de libraire. Alors, c'est quoi la qualité principale du livre? Parce qu'avec toi, aujourd'hui, on va remonter la chaîne du livre et tous ces interstices, j'espère, le plus possible. Le libraire, alors, la difficulté, le plaisir et les aléas de ce métier. Ok, alors je suis éditrice maintenant, mais oui, mais on va revenir. D'accord, pardon. Alors, en tant que libraire, les qualités requises, je dirais, c'est le sens humain, le fait de partager les lectures qui nous ont passionnés. Et donc c'est important pour tout libraire, même quand on est dans un domaine comme les guides de voyage, si on aime les voyages, de conseiller le bon guide pour la bonne personne, c'est très important, donc c'est être à l'écoute de l'autre. Et il y a un temps de lecture, on arrive encore à lire, il y en a tellement que finalement on doit un peu survoler le... Ouais, c'est très difficile de suivre la production littéraire, hein, qui est énorme. Si on prend aussi les éditeurs français, plus les Suisses, ça fait une masse à lire. Donc après, ça va vraiment au coup de cœur. Ça peut être une couverture, ça peut être un auteur ou une auteure qu'on suit. Ouais, c'est un peu à l'intuition. Je crois que Pénac, il disait que tous les droits sont permis au lecteur, on peut abandonner la lecture, etc. Oui.
es quoi comme lectrice? Je parle dans cette période où tu étais libraire, ça t'arrive de lire 10 pages et de passer à un autre livre, etc. Ou bien tu es plutôt dans l'obsession de lire la première lettre et de la terminer dans le cas de tous les livres? Alors, dans cette période-ci, je me faisais vraiment la promesse intérieure de finir les livres, même si ça me coûtait d'aller jusqu'à la fin d'un roman. C'est vrai que c'était important pour moi en tant que libraire, comme si ça avait été une mission, j'avais été adoubée en tant que chevalière de la lecture, de finir en fait les livres, c'était très important. Ouais. Et la difficulté économique du libraire, on aura l'occasion de parler d'autres problèmes, mais c'est vraiment aussi dur que tous ces gens le disent. Ou bien... Oui, absolument. C'est un métier qui est peu valorisé, on va dire, dans un sens économique. Mais c'est vrai qu'on a de la chance d'avoir des éditeurs qui nous donnent des services de presse, qui nous envoient facilement, ce qui facilite la lecture de tout ce qu'on veut, en fait, finalement. Et la chaîne du livre, donc, au niveau de la diffusion, comment ça se passe, par exemple, dans notre région, en Suisse romande, la diffusion? Alors, en général, une fois que le manuscrit est accepté et mis vraiment sous forme papier, ils sont envoyés via un diffuseur. Alors, un diffuseur, c'est une personne ou une entreprise où il y a une personne qui va faire le métier de représentant et va aller voir les libraires pour présenter, en fait... pour plusieurs éditeurs. Pour plusieurs éditeurs. Comme l'Office du Livre, par exemple. Voilà, exactement. Et après, il y a certaines maisons d'édition qui ne sont pas diffusées parce que ça coûte quand même passablement d'argent, on va dire. Et donc, du coup, eux-mêmes font ce métier de représentation, informent les libraires sur leur production. Toi, tu as passé dans l'au-delà, j'ai envie de dire, l'au-delà de ce monde-là, puisque tu as décidé d'ouvrir une petite maison, un Okama. Oui. Qu'est-ce qui t'a motivé? On va parler après de ce que tu publies, etc. Mais qu'est-ce qui t'a motivé à entrer dans ce champ, on va dire, commercial, entrepreneurial et puis littéraire aussi? Alors, en fait, j'ai fait le métier d'éditrice aux éditions Infolio, donc qui font plutôt des livres sur l'architecture, l'anthropologie, enfin, pas mal de beaux livres aussi. Et il y a un moment donné, quand mon fils a été assez grand, je me suis dit maintenant j'ai envie de montrer, de faire découvrir des livres dans un domaine qui vraiment me meut. Et donc la littérature fantastique et fantasy. Donc là, je me suis dit, je suis prête à prendre le risque, maintenant que l'oisillon est sorti du nid, et je me suis dit, c'est le moment. Alors, quotidiennement, c'est quoi le métier d'éditrice? Alors, le métier d'éditrice, c'est tout d'abord de recevoir des manuscrits et de les lire. Donc, ça fait beaucoup de lectures. On en revient en fait de, est-ce que j'ai le temps de lire ou pas autre chose? C'est compliqué. Donc du coup, on lit le manuscrit et après on rentre en relation avec l'auteur. Il faut savoir que c'est un partenariat avec l'auteur. Il faut qu'on soit prêts, les deux parties, à donner le meilleur pour que le livre soit beau, soit intéressant et qui plaise à tout type de lecteur. Donc après, on fait un travail d'editing, c'est-à-dire on va apporter des corrections, soit dans le fond, soit dans la forme, ça dépend, parce que j'ai eu des fois des fins qui ne me plaisaient pas, ou des choses que je voulais déplacer, comme des coupés-collés d'une histoire. Est-ce que c'est facilement acceptable par le romancier ou l'écrivain, ce genre d'intrusion dans sa chair presque et dans son esprit? Est-ce qu'il n'y a pas là une espèce de lutte assez vive? Oui, je pense que c'est une lutte tout d'abord intérieure, hein, parce que c'est quand même, on met ses tripes sur la table à un moment donné. Donc c'est un axe très fragile et c'est pour ça que c'est un partenariat en confiance. Il faut vraiment que l'auteur soit en confiance avec son éditeur. Donc après, c'est vrai que chaque auteur a ses limites. Donc c'est à nous de ressentir en tant qu'éditeur jusqu'où on peut aller, jusqu'où ils sont prêts à modifier un texte. Donc voilà, ça dépend tout des auteurs. Alors, Okama, c'est la fantaisie et le fantastique. Tout à fait. Alors, c'est une littérature que je ne connais pas, on va dire absolument pas. Le seul que je pourrais citer, c'est Edgar Allan Poe. Je pense un tout petit peu là-dedans, mais c'est encore, je pense, autre chose. Donc, je ne connais rien du tout. Quelle est la distinction qu'il y a à faire déjà entre la fantaisie et le fantastique? Alors, c'est vraiment une question qui mérite plus de développement, mais pour faire court. En littérature fantastique, c'est quelque chose qui a trait avec du mystère,
un objet, comme je disais, qui peut mettre en péril le côté sain, psychologique du protagoniste ou de la protagoniste, donc avec un côté mystérieux. On ne sait jamais si c'est réel ou imaginaire. Dans le fantastique. Dans le fantastique. Dans la littérature fantasy, il y a des sous-genres, hein, il y a aussi la SF, il y a plein de choses dedans, mais c'est plutôt quelque chose soit de magique, technologique, ou alors ce qu'on appelle aussi une dystopie. Donc la dystopie est un genre à part. C'est quoi, genre création de monde ou bien... Ouais, alors la création de monde, on peut se référer à Tolkien par exemple, à Collins avec Hunger Games, encore Harry Potter, mais il n'y a pas que ça. Donc si on prend Hunger Games par exemple, c'est une dystopie pour des young adultes, donc le public 16-20 ans. Voilà. Par exemple, un livre comme La Dormeuse de Catherine Roland, ça se place dans quelle catégorie là? Alors c'est plutôt du fantastique. D'accord. Il y a un voyage dans le temps qui s'opère. Je ne vais pas dévoiler ce livre qui est d'ailleurs extraordinaire. Je l'ai recommandé ici, elle est venue aussi ici. Et je recommande encore la Dormeuse. Moi, j'ai super aimé la Dormeuse. Et donc, pour moi, c'est pas du fantastique. Elle a trouvé ce petit truc, on ne va pas spoiler, qui fait qu'on rejoint Pompéi et qu'on est à Pompéi, mais aujourd'hui d'une manière... Vraiment, c'est un super livre, il faut le lire avec une bonne plume française, etc. Et d'ailleurs, j'ai dit qu'on a des écrivains en Suisse romande qui peuvent côtoyer les gars de Saint-Germain-des-Prés, contrairement à, comment il s'appelle, Yann Moix, qui disait qu'on ne pouvait pas être écrivain avec un double prénom. Donc Catherine Roland, elle a un nom féminin, un nom masculin. Et en tout cas, moi, je le conseille sans problème, La Dormeuse, donc aux éditions Okama. Okama. Donc celui-là, je l'ai... D'ailleurs, puisqu'on est là, Catherine Roland, elle vient d'obtenir le prix du Polar avec Les Inexistants, qui est publié aux éditions BSN Press. BSN Press. Et qui est un polar vraiment, moi je trouve magique. Hein. J'ai utilisé le terme époustouflant, je sais, j'ai peut-être un tout petit peu exagéré, mais pour faire lire certains auteurs romans, il faut peut-être exagérer. Mais on revient, donc ça c'est le fantastique. Oui. Les Inexistants, on peut le mettre... c'est un roman noir. Un roman noir, d'accord, ok, d'accord. Et puis, alors maintenant dans la fantaisie, alors dans la fantaisie, donc si on prend par exemple Harry Potter, c'est vraiment cette histoire où on passe dans un monde magique, où toutes les choses qu'on maîtrise, les éléments, ou qu'on ait des sorts, c'est tout à fait acceptable dans ce monde-ci. C'est très succinct, c'est très réduit ce que je vous explique, parce qu'autrement ça prendrait vraiment beaucoup de temps à expliquer les genres et les sous-genres. Alors pour rester à Catherine Roland, elle a aussi la série de Emma Paddington. Je pense que là on est dans la fantasy. Du fantasy, urban fantasy, tout à fait. D'accord, ok. Et puis alors, c'est quoi la qualité? Alors maintenant, il y a les écrits et les manuscrits. Je pense qu'il y a des manuscrits qu'après quelques pages de lecture, on se dit non, c'est pas pour nous, pour différentes raisons, de technique ou de forme ou de sujet, je sais pas. Qu'est-ce qui fait finalement qu'un éditeur s'accroche à un manuscrit? Alors, je ne peux pas répondre pour tout le monde, mais pour ma part, c'est dans la position d'éditeur, on va vraiment analyser ce qui pourrait marcher, ce qui ne pourrait pas fonctionner, que ce soit vraiment dans la musicalité du texte, dans le récit en lui-même, si ça tient la route, etc. Mais à partir du moment où je passe dans une lecture émotionnelle, donc comme n'importe quel lecteur, je sais que je dois publier ce roman. Donc ça va être dicté par l'émotion, plus que par le... ou l'intuition. D'accord, ouais. Parce qu'en fait, on dit souvent qu'est-ce qui fait que tel livre va être vendu ou tel livre va pouvoir recevoir un certain public ou bien pas. Il y a une sorte d'improbabilité, d'imprévisibilité que personne peut définir réellement. C'est un pari. Un pari. C'est un pari risqué, mais c'est un pari, quoi. Et les coups de cœur, le premier coup de cœur, le premier livre qui a été publié par Okama, c'était quoi, le tout premier? C'est L'étrange Noël de Sir Thomas. Donc c'était une anthologie avec 5 auteurs. Là, vous avez fixé un cadre, je crois. Oui, c'est ça, exactement. À qui j'avais expliqué ça, c'est intéressant. Là. Une contrainte, donc c'est comme si on se retrouve derrière le banc de l'école, qu'on nous demande de faire une dissertation, c'est le même principe. Simplement que là, j'ai imposé un personnage, le contexte de Noël,
avec des légendes qui circulent sur ce personnage mystérieux. Donc là, on est clairement dans la littérature Un petit pitch, bien comment? Alors en gros, Sir Thomas, les légendes que j'ai fait circuler, on va dire, c'était soit un croque-mort, soit un esprit, soit, je ne me rappelle plus le troisième, pardon. Mais du coup, les auteurs étaient libres de choisir la légende à faire incarner dans ce personnage-ci. Et donc ils ont raconté une histoire autour de Sir Thomas. Et parmi ces auteurs-là, il y avait ceux qui s'étaient jamais risqués à ce genre. Exactement. Si je prends Nicolas Feutz, par exemple, lui ne s'était jamais risqué à faire du fantastique. Il était très heureux d'accepter ce challenge. Dans le champ policier un peu ou bien pas? Alors non, Sir Thomas c'est purement non, mais pour Feutz, pour Nicolas Feutz, oui. Aussi. Ouais. D'accord. Et il s'est adapté. Il s'est adapté. Ouais, je ne l'ai pas lu. L'édition est très belle. Et puis j'ai vu maintenant qu'il y avait une sorte d'union de collaboration, je ne sais pas quel mot il faut utiliser, avec BSN Press, qui est dans un autre genre littéraire. Ça s'est fait comment et comment on se projette vers demain avec cette nouvelle marque, on va dire, ou bien... Oui, c'est ça, c'est une collaboration, donc c'est, on va dire, plutôt une collection qu'on a créée ensemble avec Giuseppe Meron. Mais les collections, parce qu'à l'intérieur de vos deux maisons d'édition, il y avait des sortes de collections aussi, si je me trompe. Oui, alors chez Okama, on a une collection pour les young adults, donc un public plus jeune, 16-20 ans, qui s'appelle Eyoka. Et après, je viens de créer la collection Oka Poche, donc un format poche. D'accord. Voilà. Et puis de l'autre côté alors? Et donc, autrement, on a les littératures basiques, fantastiques, avec l'étrange Noël de Sir Thomas et ce genre d'écrits, Nuit blanche en Oklahoma encore. Et donc voilà, donc pour revenir au partenariat, j'ai toujours été admirative du travail de Giuseppe Meron, qui a quand même vraiment des auteurs extraordinaires dans sa maison d'édition. Et une fois, je lui ai dit, écoute, est-ce que ça te plairait qu'on fasse une collaboration, etc. Donc on y a réfléchi pendant une année à peu près. Et on s'est dit que la collection Ténébris allait vraiment matcher, donc vu que... Et c'est quoi ça alors exactement? Alors, Ténébris, pour l'occasion, est une collection plutôt polar et roman noir. D'accord, oui. Ouais. Donc les trois, je crois que l'année dernière, il avait placé 3 de ses poulains, comment on veut dire, dans le trio gagnant en Suisse romande. C'était Marie-Christine Horn, Alain Bagnoud, et puis et Catherine Roland, tout à fait. Et qui a récidivé en 2023 avec Et est-ce que vous avez disons, l'objectif de présenter des livres à des concours ou des trucs comme ça Oui, alors pour l'aspect fantastique, il y a des très grands prix, mais plutôt côté français. Donc faire sa place, c'est relativement compliqué. Maintenant, c'est vrai qu'en Suisse, ça dépend des cantons. Donc après, avec la Sèvre et puis ce genre de prix, suivant les auteurs que j'ai, comme Manuela Gué-Crosier, qui est valaisanne, présente... Quel livre on peut Comme un roc. Comme un roc, oui, qui est paru chez nous. Ok, Okama. Oui, tout à fait. Ok. Et c'est dans le genre? Alors ça, c'est aussi dans le genre fantastique. Parce qu'il y a un peu une notion de chamanisme, de vie antérieure, de destin croisé. Donc, oui, alors, puisque tu utilises ce mot chamanisme, je crois que c'est un chant qui te parle beaucoup. Alors, oui, absolument. Comment, pourquoi, etc. C'est tout à fait revendiqué dans certaines pages internet te concernant? Oui, tout à fait. Alors ça fait plus de 15 ans maintenant que je pratique le chamanisme. Donc j'ai appris plusieurs sortes de chamanisme et j'ai coécrit un livre dessus. Et j'ai sorti un oracle aussi à côté chamanique, où j'ai dessiné aussi les cartes à l'intérieur. D'accord. L'aspect écriture, en étant éditeur, on arrive à le conserver, ou bien on est tellement absorbé par le devoir, entre guillemets, ou le plaisir qui est associé de lecture? Alors c'est assez difficile, parce que là je viens de terminer un roman sous pseudo qui va paraître en octobre aux éditions Okama. Pourquoi sous pseudo? Pour ne pas mélanger les deux métiers. Il y a le métier d'auteur, hein. Je suis néophyte tout à fait dans la matière en tant que romancière entre guillemets, mais c'est juste pour mettre cette distance, parce que comme je dis, quand on écrit en tant qu'auteur alors qu'on est éditeur, on s'auto-corrige et c'est très compliqué. Et j'ai eu de la chance d'avoir 2 aides précieuses qui sont Marie-Christine Horn, donc
auteur de romans noirs, comme je disais tout à l'heure, et Olivier May. Donc, Marie-Christine Nord, elle va sortir un livre tout prochainement. Hein. Oui, absolument, extraordinaire. Qui s'appelle Sans raison. Sans raison. Alors, juste le pitch, parce que je crois que ça peut intéresser pas mal de monde en Valais. Et en tous les cas, je peux dire, certains lecteurs de l'index, de quoi s'agit-il? Alors en fait, c'est un roman noir. Alors je ne vais pas trop parler de l'histoire parce qu'elles sont imbriquées, hein, c'est deux destins. En fait, la scène d'ouverture, c'est un homme qui tire sur une place de jeu et il tue tous les gamins qui sont présents. Et donc il se fait emprisonner. Parallèlement, on suit aussi le destin d'une femme qui n'a plus de quoi payer son loyer et qui se retrouve à vivre dans un camping. Donc on suit ces deux histoires parallèlement qui vont se rejoindre à la fin, mais je ne vais pas spoiler. D'accord. Mais on est dans le champ, on va dire, de la protection de l'enfance, des services sociaux. Plutôt critique sociale. Hein. Critique sociale, ouais, voilà. Plutôt critique sociale. Critique sociale. Et alors, justement, tu as créé également, on appelle ça comment exactement le salon, un salon ou bien... Oui, absolument. Mauvais genre. Mauvais genre. D'abord, c'est quoi? Mauvais genre, c'est quoi? Oui, qu'est-ce que mauvais genre finalement? Alors, le mauvais genre se définit vraiment... Enfin, tout le monde a sa propre définition du mauvais genre dans la littérature. Pour ma part, c'est plutôt d'englober le polar autant que la littérature fantastique, fantasy, SF, que de la bande dessinée et encore la littérature engagée. Donc le fait de dénoncer quelque chose, on vient à la critique sociale. Donc pour moi, c'était important de réunir tous ces microcosmes, j'ai envie de dire, pour fédérer, pour faire découvrir. Donc tu as créé un espace pendant un week-end, hein, c'est assez prochainement, je crois. Oui, c'est le 6 et 7 octobre à Genève. Le 6 et 7 octobre à l'espace... c'est au Manège d'Aunay, exactement. Au Manège d'Aunay, 6 et 7 octobre, donc c'est sur le mauvais genre, il y aura plein d'auteurs. Et puis alors, pourquoi une éditrice crée ce petit salon espace pour les auteurs? Alors ça, on revient un peu en arrière. J'ai travaillé pendant un temps chez Payot pour tout ce qui était salon. Donc on allait avec des librairies itinérantes pendant des salons. Et c'est vrai qu'ayant travaillé aussi dans l'événementiel, j'ai une patente de cafetier, donc j'ai fait pas mal de métiers voilà, qui a trait à cet aspect-ci. Et donc c'était la volonté de créer justement un lieu pour réunir ces auteurs qui sont des fois en marge des salons plus globaux, dits de littérature blanche, qui sont un peu noyés dans la masse. Et c'était de pouvoir offrir à tous les lecteurs de tout ce genre particulier et d'autres genres ce choix d'auteurs. Est-ce que l'éditeur y ressent cette difficulté pour les auteurs de vendre dans ces foires du livre, dans ces salons du livre, dans ces fêtes du livre, comme il y a eu récemment, on s'est rencontrés à Saint-Pierre-de-Clage. Comment on ressent cette ambiance du côté de l'éditeur par rapport à l'auteur? Moi j'adore tout ce qui est salon, organiser les choses, recevoir des auteurs, j'adore ça. Mais c'est vrai que c'est assez contraignant au niveau organisationnel. En plus, les éditeurs, on n'a pas parfois le temps de le faire, donc certains éditeurs ne le font pas. Mais je pense que c'est important si on veut se faire connaître du public dans une proximité. Hein. Saint-Pierre-de-Clage, pour ça, la fête du livre, c'était extraordinaire. Oui, je crois que c'était la 30e édition. Enfin, j'ai pas été toutes les années, mais c'est vraiment un endroit que les Valaisans doivent connaître. On connaît le livre et il y a une ambiance vraiment fantastique et je crois qu'ils vont continuer, enfin on l'espère. Oui, croisons les doigts. Peut-être qu'Okama sera là l'année prochaine aussi, peut-être, on ne sait pas. Oui, j'aimerais bien. Mais, voilà, c'est bien. Et puis, l'aspect, disons, économique du métier d'éditeur, est-ce que c'est aussi contraignant qu'on peut l'imaginer? Oui, parce que comme je disais tout à l'heure, c'est toujours un pari qu'on prend, hein, parce qu'après, dans des projections de vente, on ne peut pas tellement faire, sauf pour des auteurs connus, reconnus, si je parle d'Olivier May, Marie-Christine Nord, Catherine Roland, là on peut se dire, voilà, il y a un potentiel, donc on sait qu'on va investir beaucoup plus dans le nombre de tirages qu'on va faire. Après, c'est vrai que suivant le nombre de tirages, on fait mieux, c'est assez obscur, mais plus on va commander de nombre d'exemplaires auprès de l'imprimeur, plus ça revient meilleur marché. Enfin, c'est une loi assez économique qu'on retrouve partout.
mais ce qui peut être très contraignant pour un petit éditeur, voilà, parce qu'il faut sortir l'argent, puis après on a les bénéfices que l'année suivante. Donc oui, c'est toujours un pari. L'impression d'Okama, c'est en Suisse, à l'étranger, je pense ou... Oui, alors on a un distributeur en France, mais c'est très minime. Je parle au niveau de l'imprimeur. Ah, au niveau de l'imprimeur? Ouais. Non, non, c'est en Bulgarie que je fais imprimer. Donc là, on se rend compte que le coût de l'impression pour les métiers d'éditeur, etc., en Suisse sont trop importants, en fait. Oui, je trouve que ouais, c'est des coûts relativement élevés, ce qui est normal, hein, parce qu'il faut... Moi, j'aimerais bien pouvoir faire marcher les imprimeurs locaux. Mais... Et puis, l'approche... en France, il y a des agents littéraires. Oui. On peut dire que ça n'existe pas trop ici. Hein. Non. Ça serait quoi l'agent littéraire idéal, en quelque sorte, qui pourrait faire en sorte que des auteurs reconnus d'Okama puissent mieux être connus, diffusés et participer, on va dire, à la salons, littérature, voilà, aussi participer au salon, ce genre de choses. Exactement. Alors, j'ai eu la chance de faire représentante pour l'Office du livre, donc c'est un métier que je connais, commercial. Donc c'est vrai que j'ai toujours un carnet d'adresses dans le métier du livre, je connais passablement de monde. Donc c'est vrai que je fais ce métier qui est un peu le métier d'agent littéraire, où je vais aller voir des libraires, je vais discuter avec eux, en collaboration bien évidemment avec la représentante de l'OLF, vu qu'on est à l'OLF avec Okama. Et donc le métier idéal serait d'avoir justement soit un éditeur ou soit une personne annexe qui va proposer des interviews pour des auteurs, etc. Il faut savoir que c'est quand même très difficile de faire sa place auprès des journalistes. C'est fermé ou bien? Est-ce que c'est très fermé? Fermé, je dirais pas, mais le métier de journaliste commence un peu à s'éteindre. Hein. Il y a eu pas mal de remue-ménage ces derniers temps. Donc après, c'est vrai que je me rends compte qu'il y a aussi des blogueurs qui viennent se mettre comme métier de journaliste, on va dire, qui ont cette mission de... Transmetteur, prescripteur ou bien amateur de livres. Oui, voilà. D'ailleurs, si on va par exemple sur YouTube ou sur les réseaux sociaux, on voit pas mal de jeunes et d'autres à présenter des livres, etc. Oui. Et je pense que ça crée cet espace dans lequel on se dit le livre il n'est pas prêt de disparaître finalement. Je parle le livre physique de Maupassant, il restera ou bien? Oui, bien sûr. Il n'est pas en voie de disparition bien? Non. Je pense qu'on a eu peur il y a des années en arrière par rapport à l'e-book, donc le format sur liseuse. Mais c'est vrai qu'on se rend compte que ce n'est pas du tout le même public. En fait, les lecteurs sur liseuse ne sont pas forcément ceux qui vont acheter les livres en librairie et vice-versa. Et on sent, si on parle avec les écrivains, on sent que de tenir dans ses mains ce livre, pour eux, c'est quand même quelque chose. Et je pense qu'au moment où ils le reçoivent, le premier exemplaire, ça doit être... Enfin, je pense que tu as eu l'occasion d'être présent lorsque tu donnes le premier exemplaire. Ça doit être toujours quelque chose d'assez émouvant. C'est magique. Il y a les yeux qui pétillent. On a l'impression que c'est le cadeau de Noël qui arrive sous le sapin. Il y a un peu cette notion-ci. Parce qu'en fait, il y a tout l'investissement charnel, spirituel, émotif qui est dans du papier. Donc, je ne vois pas personnellement disparaître ça, mais je ne sais pas si c'est... Si on est has-been, si on lit ça, mais il y a des jeunes maisons d'édition qui semblent se diriger vers le contraire. Oui, mais c'est vrai que chez Okama, et puis maintenant avec notre collaboration qui va un peu plus loin avec BSN Press, j'essaie vraiment d'avoir le format numérique, parce qu'encore une fois, pour la distribution en France, ou si on pense au Canada, ce genre de marché, c'est pas du tout accessible au format papier, hein. Ça coûte très très cher. Donc le format numérique a sa place. Et puis... on va supposer que tu reçois un livre, tu te dis, c'est clair, ce livre, il a ce côté magique, je pense que ça peut plaire à beaucoup de monde. Et ça serait quoi la sortie idéale d'un livre qui remplirait dans ton cœur, au moment où tu le reçois et tu l'imprimes, cette caractéristique d'être imprimable chez Okama, et ensuite on veut le diffuser le maximum. Ça serait, qu'est-ce qui pourrait faire la différence par rapport à ta connaissance du livre, du marché du livre, etc. Donc l'environnement idéal, c'est ça? L'environnement, puis aussi la création de cet environnement et ce qu'on peut faire avec les gens, etc. dans cet espace. On aurait un livre comme La Dormeuse dans les mains, le
prochain. Et puis on se dit, non, d'une pipe, il a encore quelque chose de plus que celui-là. On sait que ça a été bien vendu, mais on peut encore le lancer plus loin. Il n'y a encore pas un exemplaire qui a été vendu. Alors, je peux prendre un cas concret. Si je prends Les Passeurs, donc ce recueil de nouvelles de Nicolas Feutz, paru en Ocapoche Ténébris, attention, c'est une sous-collection. Mais alors, Nicolas Feutz, c'est un nom connu au moment où tu reçois Les Passeurs. Alors pour moi, c'est pas encore... D'accord, alors je vais prendre un autre cas. Prenons un autre cas, parce que je suis obligée de faire une théorie par l'exemple. Si je prends par exemple Ritingo Hotel, donc le même principe, donc une anthologie avec 5 auteurs. D'accord. Pour les young adultes, donc là aussi j'ai imposé un cadre en fantaisie cette fois-ci. Et quand tu as l'objet dans les mains, tu te dis, c'est un livre qui peut plaire à beaucoup de monde. Exactement. Voilà. Et à ce moment-là, ce qui est génial, c'est que j'ai eu le retour de blogueurs, parce que j'envoie toujours un communiqué de presse, je discute aussi avec les auteurs, c'est d'avoir les auteurs qui s'investissent dans la promotion. On reviendra là-dessus. Ouais, ce livre qui vraiment me porte, et là d'avoir le bon accueil de blogueurs en disant ah, c'est génial, c'est super, volontiers pour un service de presse, même si je ne lis pas de la fantaisie. Voilà, c'est d'avoir ça, c'est vraiment l'assise qui permet de se dire je sais pourquoi j'ai fait ce livre. D'accord. Bêtement. Donc, dans cet espace de diffusion, le blogueur, il a ta prédilection. Oui, c'est ça, blogueur ou journaliste. Hein, journaliste, c'est autre chose. Mais c'est vrai que dans le cas de Ritingo Hotel, c'était beaucoup les blogueurs ou le soutien aussi des autres auteurs. Parce qu'il faut savoir qu'aux éditions Okama et aux éditions BSN Presse, ce sont des familles. Et les auteurs se soutiennent. Et j'ai vu ça à Saint-Pierre-de-Clage, je trouve ça extraordinaire. Et j'ai vu ça également au Salon du Livre, des auteurs, si je prends au Salon du Livre, Levé Tillmans, qui était là, ah mais Okama, il faut quand même avoir, on l'avait écrit dans une anthologie, mais elle ne vendait pas que ça, en fait. Elle voulait vraiment faire découvrir, ou Abigail Serran aussi qui a fait ça. Donc c'est d'avoir cette espèce de communauté soudée qui fait qu'un auteur va présenter au lecteur un autre auteur qui est assis à côté de lui. Ah, je ne veux pas rater cette question. Okama, le signifiant, il vient d'où? Alors, Okama, à la base, on était 3 fondatrices. Il y en a une qui a dû se retirer pour des raisons personnelles, malheureusement. Donc, on a cofondé avec Marlise Audergon, qui était à la base du projet, ça. Et donc, on cherchait le nom. Ouais. Et en fait, on a pris les 2 premières lettres de nos 3 noms de famille. D'accord. Et après, on a japonisé. Et après, en cherchant par Google, bêtement, pardon, je démystifie l'histoire, Okama avec un K, O-K-A-M-A, signifie soit chaudron, donc l'aspect littérature fantastique, fantaisie avait toute sa place, et c'est aussi une insulte gay en japonais. Voilà. Et comme je suis assez mauvais genre, je me suis dit, génial, on y va comme ça. Il y a cette critique qui revient par rapport aux éditeurs, c'est le fait qu'en réalité, un livre, il se vend surtout par l'auteur, plus que par l'éditeur. Et c'est quoi la part du vrai, de l'exagéré C'est au cas par cas. En fait, ça dépend des éditeurs et ça dépend des auteurs. Parce qu'on peut tout à fait avoir des auteurs dans une maison d'édition qui promettent de faire tout sur les réseaux sociaux et qui font rien. Comme on peut avoir un éditeur qui publie très très succinctement des publicités, j'ai envie de dire, d'annoncer un livre, la sortie d'un livre. Donc vraiment, c'est au cas par cas. Et le rappel sur les sites, Instagram, Facebook, etc., est-ce qu'il est important? Oui. C'est-à-dire l'aspect, on va dire, répétition. Oui, je pense que c'est important, mais c'est important aussi de ne pas surcommuniquer. Moi, je pense sincèrement que 2 publications par semaine, c'est largement assez. De répéter des publications, je parle en tant qu'éditeur, pas en tant qu'auteur, parce qu'il y a une différence quand même. Alors, à l'auteur, tu conseillerais quoi? J'ai rencontré un auteur ce matin qui vend très bien et qui me dit, moi, c'est impossible, c'est plus fort que moi, je n'arrive pas à aller sur les réseaux sociaux. Mon éditeur, il me dit, il faut y aller, etc. Je suis complètement bloqué, j'ai pas envie de le faire. Est-ce que c'est aujourd'hui une obligation? Je pense que c'est fortement conseillé. Obligation, c'est peut-être un mot trop fort. Maintenant, c'est vrai qu'on voit à travers les booktubers, Instagrammeurs, Bookstagram, etc., on voit qu'il y a vraiment une visibilité qui est autre, qu'il n'y avait pas des années en arrière. Et comme j'ai dit tout à l'heure, maintenant, pour se faire une place, pour avoir un article dans un journal, c'est très difficile. Donc les réseaux, à compléter, à compenser
ce manque en fait. Donc c'est important, je pense, d'être sur les réseaux et de communiquer, ne serait-ce juste pour communiquer les dédicaces, parce que maintenant les lecteurs vont sur Facebook, Instagram, TikTok, mais alors ça je ne maîtrise pas du tout, ou YouTube, pour découvrir les auteurs. Oui, alors c'est assez rigolo parce que cet auteur valaisan, il me disait, je ne connais rien, je ne veux pas aller sur les réseaux sociaux, mais je suis devenu, il me racontait dans quelles circonstances, je suis devenu un addict de TikTok. Et je dis, ma fille me dit, mais regarde pas TikTok. Mais alors j'ai envie de dire qu'il y a de tout, c'est comme partout, il y a des choses absolument incroyables. Et également au niveau livre, il y a des prescripteurs, on va dire ça, des recommandateurs, ou je ne sais pas comment on le dit exactement, qui nous proposent des livres anciens, etc., des jeunes critiques, et c'est fantastique. On se dit, tiens, j'ai raté ce livre de Balzac, peut-être c'est celui-là que j'aurais dû lire, etc. Exactement. Et ça donne plein d'idées également sur les nouveaux. En tout cas, moi, je ne pense pas que c'est qu'une perte de temps, mais c'est vrai qu'après, il y a ce phénomène addict, où on a envie de scroller, on a envie de se dire le prochain, etc., etc. Mais est-ce que là, Okama... je crois que sur TikTok, Okama n'est pas sur TikTok. Non, enfin j'ai créé une page, mais je n'arrive pas en fait. Parce qu'en fait, je pense qu'il faut concevoir quelque chose de régulier. Oui, si on le fait, on ne peut pas faire une fois par mois, etc. Il faut être régulier. Mais sur Instagram, alors ça c'est... la plupart des auteurs de Okama sont aussi sur... oui, la plupart. Sur Instagram. Pas tous, mais la plupart, oui, absolument. Et puis, quelle recommandation faire à l'auteur sur ce qu'il a lieu d'inclure dans Instagram ou bien pas? Alors c'est un avis qui n'appartient qu'à moi. Je dirais, c'est d'avoir une page auteur, strictement auteur. Je veux dire, sur une page auteur, qu'on mette, j'ai passé une super soirée, machin, ça ne sert à rien. D'accord. Même si la photo... Ça veut dire qu'on fait une page littérature, et puis on parle que on fait de la promotion, ou alors des selfies avec d'autres auteurs. Là, il y a sa place pour ça. Maintenant, c'est vrai que de mélanger personnel et auteur, pour moi, un auteur est une entreprise à partir du moment où il doit vendre son livre. On casse la marque, en quelque sorte. Ben, en fait, l'auteur est tout d'abord... un créatif, quelqu'un qui met ses tripes sur la table, comme je disais tout à l'heure. Mais si on veut vraiment pouvoir vendre, il faut avoir cet aspect en tête. Donc, c'est-à-dire que si on se crée une page strictement auteur, et bien là, à ce moment-là, on peut justement simplement communiquer sur les prochaines dédicaces, les vernissages, et ça suffit amplement, même pour les néophytes, même ceux qui ont peur de se mettre sur les réseaux, les auteurs. Donc, est-ce que tu vois comme ça, intuitivement, sur le plan commercial, un lien avec ceux qui sont assez actifs naturellement sur ces plateformes et ceux qui ne le sont pas? Oui. Donc le marketing aujourd'hui pour le livre, il passe par le... Oui. Et alors, quel est ton regard d'éditrice sur l'auto-édition? Question piège. Oui. Alors, il y a plusieurs choses. La première chose, je pense que le métier d'auteur auto-édité est complexe. Parce qu'il faut se vendre sur les réseaux sociaux, il faut proposer des dédicaces. Pas tous les libraires n'acceptent ce qu'on appelle des dépôts-ventes. Donc, il vient avec ses bêtas, il dit voilà, je laisse pendant 2 mois, est-ce que ça me convient, etc. Donc, il doit faire tous les métiers du livre en passant par l'édition, parce qu'il va se corriger tout seul, à moins qu'il ait des bêta-lecteurs. Il devra faire la promotion sur les réseaux et faire la promotion auprès des libraires. Et en plus, être présent sur des salons. Est-ce qu'il y a une restriction des libraires? J'ai senti ça assez fort. Les libraires sont plus accueillants si c'est des maisons d'édition implantées que si on propose un livre par de l'auto-édition, même partielle. Alors, j'ai fait ce métier il y a 20 ans, oserais-je rappeler. Donc oui, il y avait vraiment, on mettait les 2 pieds contre le mur en disant non, vous ne passerez pas la porte. Et ça vient de quoi, ça? Parce que c'est compliqué à gérer. On a des systèmes où on entre les quantités, etc. Puis après, à gérer, si on a à chaque fois, on va dire une quinzaine qu'on doit gérer mois par mois, savoir si on fait les retours, etc. C'est compliqué dans la chaîne du livre. Maintenant, d'avis personnel, en tant qu'éditrice, parce que là j'ai parlé vraiment factuellement de la complexité d'être auto-édité, je pense chacun son métier. Je pense que vraiment, on ne peut pas s'auto-éditer et avoir un regard complètement objectif sur son écrit. Le métier d'éditeur existe pour une bonne raison.
Parfois, et ce n'est pas tout le temps le cas, parfois les personnes auto-éditées sont des personnes qui n'ont pas pu être publiées par un éditeur, des fois à juste titre. Donc on trouve à boire et à manger. Hein. Par exemple, sans rentrer dans les secrets d'Alcôve, mais par exemple l'année dernière, 2022, il y a combien de manuscrits qui entrent dans une maison comme Okama? Ouf. Dans les propositions de manuscrits. Propositions de manuscrits. Ouais, ça devrait être, je pense, une quarantaine, une cinquantaine à peu près. Donc le post-Covid a fait beaucoup. Hein. Donc, mais pendant 40, sur quelle période? Je dirais sur 6-8 mois. Alors après, j'ai pas les chiffres exacts. D'accord. Et puis combien passe ensuite en publication? Alors, les éditions Goma, on publie 5 titres par année. D'accord. C'est très rare qu'on fasse plus. Peut-être l'année prochaine, on fera plus parce que c'est les 5 ans de Goma. D'accord. Et aujourd'hui, le prochain sorti pour Okama, c'est quoi? Alors j'en ai 3 en octobre. Donc il y a 100 raisons de Marie-Christine Horn. Donc, 100 raisons de Marie-Christine Horn, ensuite. Avec BSN Press, en coédition. Après, il y a Olivier May avec La Dame des Tours. Et Oul, qui est un prequel de Léa. Donc c'est un roman feuilleton qu'on a diffusé sur les réseaux sociaux pendant le premier confinement. Donc c'est destiné aux young adultes. Donc j'ai créé ce monde de Léa. Et comme tout roman feuilleton, ça a été diffusé sur les réseaux gratuitement à raison de 2 chapitres par semaine. Et, de différents auteurs? Oui, 13 auteurs. D'accord. L'auteur doit continuer l'histoire du précédent ou bien celui qui crée le premier chapitre? Oui, il y avait un scénario imposé. Donc il y avait un scénario, j'avais imposé des personnages. Mais est-ce que le premier chapitre est écrit avant le deuxième, etc. Oui. Il y a un planning, oui, il y avait un planning dans l'année très serré. Quoi. On en diffusait un, j'en recevais un, je devais faire les corrections, renvoyer l'auteur qui valide pour republier. Donc ça a été des semaines et des semaines comme ça. Ça veut dire que celui qui prend le deuxième chapitre, par exemple, il aura lu le premier, qui aura été validé, et puis il continue son histoire par rapport au premier chapitre, c'est ça? Non, alors non. C'est en fait un scénario qui était imposé à la base. J'ai distribué les chapitres par auteur. Au départ. À la base. Et après, l'auteur recevait, pas pour la première auteur, mais les autres recevaient le chapitre pour que ça s'inscrive dans la continuité et du chapitre et de l'histoire qui avait été imposée à la base. Et ça a bien fonctionné entre les auteurs? Oui. Non, c'était super. Ils se sont auto-surpris eux-mêmes ou bien? Oui, je pense, parce que pas tous n'étaient justement spécialisés dans le domaine de la fantaisie. C'était un roman fantaisie. Ouais. Et l'importance du correcteur dans le circuit... Peut-être bien faire la distinction entre l'éditeur et le correcteur, oui, alors qui a sa grande importance aussi. Hein. Absolument. Alors j'ai la chance de travailler avec deux correctrices extraordinaires. Et l'important, c'est déjà de comprendre la prosodie de la langue, donc la musicalité du texte, mais aussi d'être capable de corriger sur un bon à tirer l'espace manquant ou les fautes d'orthographe, mais bon, ça c'est de grammaire ou de conjugaison, mais c'est d'avoir tous ces aspects. C'est vraiment d'avoir le métier d'éditeur, mais d'un autre point de vue. Et ça, c'est extraordinaire comme travail, parce qu'après, on fait relire à l'auteur, on valide des corrections ou non. Il y a des corrections avec lesquelles je ne suis pas du tout d'accord, des tournures de phrases avec lesquelles je ne suis pas du tout d'accord. Et donc, du coup, c'est vraiment un espace qui est important, d'avoir un bon correcteur, une bonne correctrice. Et puis, comme tu connais très bien tout le métier du livre, etc., c'est quoi ton regard sur l'écrivain roman qui dit « Bon, j'ai quand même envie d'aller voir un éditeur français parce que je pense que avec Okama, avec BSN Press, avec Zoé même, avec d'autres Favre ou Slatkin, je sais que je serai limité à mes 2 200 000 romans et que peut-être mes qualités littéraires sublimes ne seront pas reconnues par les gens importants. » C'est quoi ton regard sur ce genre Alors, ça dépend de l'auteur. Ça dépend vraiment de l'auteur. C'est-à-dire qu'il faut savoir que pour être publié en France, il faut avoir X 1000 exemplaires. Il faut prouver qu'il faut montrer patte blanche avant de pouvoir rentrer dans le circuit. Là, on est en train de parler de quoi? 5 000, 8 000 Je crois que c'est 20 000, je crois entre 15 et 20 000. Oui, mais je ne vais pas dire de bêtises. Oui, mais on est bien d'accord que 20 000, il y a même des auteurs renommés à un moment donné qui peuvent faire des flops totaux, hein, même en France. Hein, c'est pas si évident de vendre même 5 000 livres en France. C'est pas parce qu'on a 60 millions de personnes qu'on va vendre 5 millions, on est d'accord là-dessus. Oui, non, bien sûr, bien sûr. Mais je pense que d'un côté, je salue l'effort, le courage qu'ont ces auteurs à vouloir aller sur le devant de la scène de la littérature française. Maintenant,
je pense ils sont peut-être pas, même les éditeurs français, enfin en tout cas pas tous, à faire une promotion qui est juste, à proposer des dédicaces pour les auteurs suisses. Mais il y en a certains aussi qui considèrent que c'est une reconnaissance, entre guillemets, d'être plutôt publié par, osons, Grasset que Ankama, Gallimard que BSN, etc. Bien sûr, c'est prestigieux. Et qui n'a pas rêvé d'être publié par des grandes maisons d'édition françaises? Alors qu'il y a des auteurs qui sont publiés chez Gallimard et qui sont après presque écœurés, je ne sais pas si c'est le mot, en se disant mais j'aurais imaginé un engagement autre, alors qu'ils se rendent compte qu'ils sont confrontés aux mêmes réalités qu'avec Ankama ou n'importe qui, etc. Oui, alors c'est vrai qu'il y en a qui reviennent déçus. Je n'ai pas cette expérience-ci à titre personnel, mais je pense que c'est important de d'abord développer son réseau ici. Je parle vraiment pour des auteurs qui sont peu connus et de ne pas tout de suite aller voir dans un autre pays. Mais lorsqu'on revoit les émissions littéraires, télévision, enfin, on n'a pas une multiplicité de chaînes de télévision non plus, hein, télévision, radio, etc., on se dit qu'on est dirigé, même ici en Suisse romande, par Paris en quelque sorte, puisque les auteurs qu'on invite à ces émissions-là, très souvent, c'est des reconnus dans le genre mondial, quoi. Oui, je pense qu'on est influencé, mais je crois également à la bonne promotion de la littérature suisse romande. Je trouve que depuis quelques années, il y a une assise qui s'est faite, et vraiment ce sens du partage, de vraiment vouloir ouvrir le lectorat suisse romand à la littérature de notre pays. Et là-dedans, je pense qu'il y a aussi, je pense notamment au Valais, je pense que vous êtes très, en tant que lecteur valaisan, pro-auteur valaisan. Vous voyez ce que je veux dire? Et je pense qu'il ne faut pas mésestimer ce shape-shifting cette transformation qui s'est opérée. Donc oui, on est toujours influencé avec la rentrée littéraire. Moi, jamais je sors les livres en septembre. C'est de la folie, je vais être noyée dans la masse. Donc évidemment, donc ça à une autre période. Ah, c'est mieux parce qu'il y a ceux qui disent « Ah, mais mon livre, il n'est pas sorti en septembre, j'en aurais plus vendu. » C'est complètement... c'est faux comme attitude. Alors. Non, c'est pas faux, ça dépend des éditeurs. Les maisons d'édition comme les éditions Zoé, ils ont l'air insuffisamment solides pour être en compétition avec des Gallimard, des Grasset, parce qu'ils ont des auteurs extraordinaires. Après, je parle aussi de par le fait qu'on fait de la littérature de genre. Donc c'est pas la même chose que de la littérature dite blanche générale. Alors ouais, mais c'est vrai que je déconseillerais fortement de sortir un livre en septembre alors qu'il y a toute la rentrée littéraire. Maintenant, si on pense au salon comme le livre sur les quais, qui est vraiment un salon littéraire extraordinaire, c'est vrai que les auteurs disent « Ah, je suis pas publié fin août, donc on peut me proposer un livre sur les quais ». Voilà, donc il y a un aspect aussi promotionnel qui s'enchevêtre dans tout ça. Donc les grands salons en Suisse romande, c'est quoi? C'est les livres sur les quais, le salon de Genève, mauvais genre, mais bientôt. Bientôt mauvais genre. Mais des grands salons, franchement des salons plus connus, je dirais plutôt que... Parce que Saint-Pierre-de-Clache, pour moi, à mon sens, c'est un grand salon, de par la proximité avec le lecteur. Tout simplement. Donc après, il y a plein de micro-salons qui sont aussi grands que ceux qui ont... Et puis comment c'est perçu par l'éditeur? Parce que je sais que tu as organisé plusieurs lectures par l'écrivain des livres. Est-ce que c'est bien reçu par les lecteurs? Est-ce que c'est bien reçu par les écrivains? Quel est ton regard là-dessus? Alors, à Ankama, on organise plutôt des lectures musicales. Donc là, on a une comédienne qui lit les textes. C'est pas l'écrivain donc? Non. Et comme je fais la musique, j'accompagne Lauriane Cherpillot, donc la comédienne avec laquelle je travaille, et Vanessa aussi qui fait les percussions. Donc c'est bien reçu par le public, ça? Oui, parce qu'en fait on propose un univers, il y a ce fil rouge qu'est la musique, plus la lecture des textes, qui permet vraiment au lecteur potentiel d'avoir une immersion totale. Dans quel espace c'est organisé? Est-ce que c'est dans des cafés ou dans des espaces clos? Je sais pas. Alors on a organisé à l'espace Guémont où avait lieu la première édition de Mauvais Genre, donc qui est une maison nichée au Grand Lancy, assez extraordinaire. Donc c'est vraiment une petite bulle
un havre de paix là-bas, donc c'est une maison assez ancienne, donc c'est extraordinaire de pouvoir faire les lectures là-bas. Mais on a aussi organisé ça dans un café à l'étage, les Quatre Coins, qui est maintenant Fleury-la-Loutre. Et c'est vrai on nous accueille facilement. Et comment on va chez le propriétaire de l'espace, ou bien on se dit, moi, Maison Okama, je vais prendre tel livre ou tels écrivains ou tels ouvrages, et je vais faire ma musique. Comment ça se passe, le départ? Le départ, en fait, c'est le souhait de faire un vernissage qui est original, entre Donc, guillemets. normalement, c'est au niveau du vernissage? Oui. D'accord. Okay. Si on y arrive, on n'y arrive pas toujours. Ça dépend aussi de la disponibilité des auteurs. Donc, en général, on va vernir des livres. Donc après, on choisit, soit l'auteur, soit nous, on choisit un passage du livre qui nous parle. Et après, on demande la participation de l'auteur pour disséminer ces demandes d'invitation, etc. Où il y a... C'est juste un post sur les réseaux, mais c'est vrai qu'avec Okama, on communique facilement sur les réseaux pour les lectures musicales. D'ailleurs, on en a une le 19 octobre, autour des 3 livres que j'ai cités. Mais c'est vrai Où ça alors, on n'a pas encore le livre. Ah d'accord, ok. Mais à Genève, ça c'est sûr. Donc ça, on suit sur les réseaux sociaux, voilà, on le saura bientôt. sur la page Instagram d'Okama. Exactement. Et puis voilà. des auteurs, oui. Oui. Eh bien, c'était vraiment super ce moment. On a Oui, parlé du livre, je pense aussi. qu'on aime autant l'un que l'autre le livre, dans des Absolument. registres tout à fait différents. Et puis je souhaite bonne chance au Salon Mauvais Genre, puis surtout Merci. à Okama, parce que je pense que c'est un risque, vraiment, c'est fantastique d'avoir cette idée de vouloir faire vivre une maison même dans une littérature que je ne connais pas. Merci. Mais peut-être la dernière question, moi qui ne connais rien du tout de la fantaisie, s'il y avait un livre, en disant fais un effort, tu rentres dans un livre de cette petite collection, où peut-être tu ne vas pas être trop déçu par tes méconnaissances crasses du domaine. Alors, je vais vous citer un auteur suisse qui est Fabrice Pittet, avec Écho d'Exotère. Ce sont un recueil Écho d'Exotère, publié par les éditions Cadaline. C'est vraiment des nouvelles, donc c'est court, et ça donne vraiment une porte sur le fantasy, le fantastique. D'accord. C'est assez... Ouais. Alors, Laurence Mallet, merci pour ce moment. Merci à vous.